Bonjour Anne, et merci d'avoir accepté mon invitation donc à mon podcast Rencontre avec des femmes et des hommes incalculables. Pour commencer, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, mais qui tu es vraiment, c'est-à-dire pas forcément en disant ce que tu fais, puisqu'on n'est pas forcément défini par ce qu'on fait. Alors si on n'est pas défini par ce qu'on fait, on est défini par quoi? Par ce qu'on est, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire être? On peut dérouler le fil pendant des heures. Qui je suis? Je suis Anne, je vis à Paris. Je suis une fascinée et enthousiaste, du monde du numérique. Dans sa globalité, donc ça implique, évidemment les questions d'intelligence artificielle, qui nous qu'on a en commun, tous les 2. Et voilà, j'ai 2 chats, je suis végane, voilà. Et dans ce, t'es tombé comment dans le numérique? Bah, c'est un peu comme Obélix, en fait, je suis tombée dedans, je suis une enfant des années 80. En fait, le numérique, il a été d'abord analogique avec la ou cathodique plutôt avec la télévision, où, j'étais vraiment une grosse consommatrice, de télé. Et puis enfin la bonne télé des années 80. Enfin, je suis née la même année que Canal+, donc j'ai vécu vraiment les années de la télévision créative, la publicité, avec la musique de Gottener, l'apparition des premiers clips. Donc ça a été je pense que c'est ça qui a fait que j'ai toujours eu en tout cas une appétence un amour de l'image, projeté sur un écran, quoi. Image qui bouge donc. L'image qui bouge, ouais. Et en quoi ça t'a, je dirais, fondé, formé, déformé, reformé? De quoi? De regarder beaucoup la télévision ou Oui. les écrans d'une manière générale? Les deux, d'ailleurs. Bah, déjà la télévision, bah, c'est vraiment mon empreinte culturelle, c'est ma première couche de sédimentation, on va dire ça comme ça. Et puis après, bah, voilà, moi je fais partie de cette génération qui a vécu, plusieurs strates de révolution, d'écran. Donc, on a eu d'abord, l'écran de la télévision, puis après il y a internet qui est arrivé, puis après il y a eu le téléphone portable, et puis après il y a eu, le téléphone, tel qu'on connaît aujourd'hui, le téléphone intelligent. Donc ça a peut-être formé aussi ma manière d'être et ma manière de penser, qui est très en sédimentation, enfin qui est très en qui fonctionne vraiment par strates et par couches, à la fois dans le format, enfin dans le référentiel, mais aussi dans la manière dont ça se construit, quoi. Je raisonne de manière très rhizomique et très, multi-référentielle et multistrate, quoi. Pour Donc moi, en réponse courte, ça a tout affecté. on va revenir là-dessus. Pour moi, c'est marrant parce que quand tu parles de couches, j'associe ça à des superpositions, des strates. Mais quand tu parles de rhizome ou d'imbrication, on est plus sur des choses qui sont moins, on va dire, moins par empilement et plus forcément en réseau. Le rhizome est un mot en tant que tel, hein, qui est une forme particulière de réseau. C'est deux choses qui sont un peu différentes et complémentaires. Bah, c'est horizontal, vertical, quoi. Tu vois, le rhizome, il va aller chercher en profondeur, comme, les racines d'un arbre. Et puis, les strates sédimentaires, c'est ce qui permettent aussi, enfin, l'un et l'autre sont codépendantes, quoi. Les 2, la verticalité existe parce que l'horizontalité existe, et vice versa, quoi. Donc, effectivement, ça n'est pas la même chose, heu, mais, les 2 s'imbriquent. Et en quoi dans ton travail, quoi, tu t'es servi de ça comment? Aujourd'hui, on peut dire que tu es artiste ou
qui est un gros mot pour toi ou un mot que tu revendiques ou... Non, c'est un mot qui ça a été un gros mot pendant très longtemps, mais je pense que c'est culturel et que c'est aussi parce que, c'est une définition qui est pas simple à poser, parce que ça implique plein de, c'est très connoté en fait. C'est fort, enfin c'est un mot fort de dire qu'on est artiste, c'est hyper flou et en même temps c'est très clair quand on sait où est-ce qu'on se positionne. Mais quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis je suis artiste, bon, la première question c'est ah bon, bah, est-ce que tu en vis? Et puis artiste, c'est quoi? T'es peintre, t'es dessinateur, t'es sculpteur. Donc c'est souvent des médiums classiques qui arrivent en premier. Et quand tu dis que t'es artiste numérique, alors là bon, on perd, ça y est, on a perdu le fil. Mais oui, aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, je me définis comme artiste et réalisatrice. J'ai un pied à la fois dans l'art contemporain, parce que j'ai une formation beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts pendant 5 ans. J'ai fait les beaux-arts de Cergy et une formation sur le tas de réalisatrice ou par expérience, en fait, en faisant de l'image mouvante. Je me suis formée à faire du clip et enfin surtout du clip. Et pour moi d'abord, et puis ensuite sur d'autres types de formats. Et donc voilà, donc j'ai un pied dans, dans à la fois l'art contemporain et la réalisation. Et si je comprends bien, tu as eu des difficultés à dire que tu étais artiste. C'était quoi, une peur, une... Non, c'était une flemme. C'était vraiment une flemme de devoir expliquer. Tu vois, tu arrives, tu dis: «Tu es plombier», bon, bah, tu es plombier, quoi. On sait ce que ça implique, mais quand tu es artiste, tu es obligé, enfin ça m'oblige à ouvrir une conversation où je suis pas forcément disponible pour avoir cette conversation. Il y a des jours oui et des jours non. Heu, enfin voilà, et puis c'est aussi un truc de réception en fait, en face tu sais jamais comment ça va être reçu. Donc du coup, tu es toujours un peu, sur un truc d'explication où tu te justifies ou, enfin voilà, c'est vraiment de la flemme quoi. C'était flemme, et ouais, ennui de devoir expliquer ce que ça implique d'être artiste ou de dire qu'on est artiste et devoir expliquer derrière. Tu t'as dit que la deuxième question qui venait enfin la première question qui venait, pardon, quand on disait qu'on était artiste, c'était est-ce que tu en vis? Euh, dans un de tes articles de ton blog que je conseille, que je mettrai d'ailleurs en exergue avec la vidéo, avec le podcast, tu as dit que parfois quand tu montrais ce que tu faisais, on te disait, tu parlais des gifs animés, on te disait que c'était pas de l'art parce qu'il n'y avait pas de marché. Donc il revenait à une autre façon de parler d'argent. Euh, Pourquoi ce rapport compliqué entre l'art et l'argent? Alors là, pareil, enfin comment avoir une réponse simple à ça? Je pense que c'est quelque chose qui est très ancré dans le rapport à la culture. Enfin, la culture, c'est quand même quelque chose qui est traditionnellement très élitiste, c'est bourgeois. Donc ça a forcément un rapport à l'argent. Enfin, c'est implicite, mais ça a forcément un rapport à l'argent. Et et puis il y a surtout enfin, l'économie du marché de l'art, elle est très opaque pour des gens qui sont pas du milieu. Hein, tu vois, encore une fois, je vais reprendre l'exemple du plombier. Bon, le plombier, tu lui fais une facture, tu vois, il a une entreprise, c'est simple. Un fonctionnaire, c'est simple. Un artiste, bah, c'est simple quand on connaît les codes. Enfin, c'est simple, c'est jamais simple, on s'entend, mais enfin, c'est moins traditionnel, c'est moins évident pour le public. Ouais. Et ce rapport à la culture, quand tu dis que la culture c'est bourgeois, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce numérique dont tu parlais, est-ce qu'il rentre dans la culture ou est-ce qu'il rentre toujours pas dans la culture?
il rentre tellement dans la culture, enfin, il fait partie de la culture et c'est ça qui m'a toujours, énormément plu dans, à la fois, la culture, télévisée et dans la culture internet. C'est que c'est justement ça casse complètement le cadre de ce salon bourgeois où en fait, il y a, à la fois dans les pratiques, qui permettent de construire le numérique, il y a quelque chose d'accessible, il y a quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose de l'ordre de la pratique amateur où c'est des outils qui sont, à la disposition de n'importe qui. N'importe qui peut, prendre son téléphone et créer du contenu. Et du coup faire partie de cette culture qui est, une culture hyper vivante, hyper contemporaine, qui est en constante mutation, en constante fabrication. Puis aujourd'hui, ça va de plus en plus vite, donc c'est quelque chose qui a complètement explosé les cadres et c'est en ça que, du coup, cette remarque sur, «Ah ouais, bon, bah, c'est pas de l'art parce qu'il y a pas de marché». Sur la question du numérique, la question du marché du numérique, elle est difficile à définir parce que les frontières sont très floues. Heu, Moi, je considère que, internet est un énorme musée et que c'est, en soi une espèce d'œuvre d'art collective, une espèce de fantasme du collectif, du collectif avec un grand C. Mais c'est pas forcément l'avis, des marchés justement ou des personnes qui sont en charge des marchés. C'est plus facile de créer un marché quand on enfin, pour créer un marché, il faut délimiter des frontières et quand on a face à un objet comme internet qui n'a pas de frontières ou du moins, pas encore ou pas encore tout à fait ou c'est encore un autre sujet mais bon voilà, c'est ça devient, enfin voilà, j'ai pas, je suis partie sur une autre idée mais je vais m'arrêter là. Et est-ce que l'IA, justement, est-ce que l'IA, ça fait partie de la culture? Et si on parle de frontières, comment ça joue sur les frontières, justement, l'IA? Bah, l'IA c'est la culture, parce que, c'est justement un rassemblement d'une multitude de signes culturels, donc ça crée une espèce de chaudron magique, dans lequel, il y a une espèce de soupe, où des fois il y a des morceaux, des fois c'est bien mixé, des fois, on change la recette, donc du coup les goûts sont pas les mêmes. Mais, mais ouais, l'IA enfin c'est très nouveau et c'est aussi pour ça que je passe beaucoup de temps en ce moment à essayer justement de théoriser, l'intelligence artificielle et l'espace latent. Parce que c'est important de commencer à réfléchir et de poser des mots et des concepts, non pas pour, poser des limites, mais pour, réussir à mieux comprendre quels sont les enjeux et heu et ce que ça implique justement dans notre rapport à, la culture, la politique, la connectivité, le social. Enfin en fait, ça touche tellement de domaines que, c'est, le sujet le plus, culturel et le plus culturellement intéressant et le plus culturel qui puisse exister, là, aujourd'hui, 15 avril, 2026. Tu penses comme moi, alors tu penses qu'il n'y a rien de plus contemporain que l'IA? Bah, oui et non, enfin, encore une fois, c'est sédimentaire, tu vois? Oui, bien sûr, c'est contemporain parce que c'est le sommet de l'iceberg, mais en dessous de tout cet iceberg, il y a, bah, des années et des années de mémoire, numérique ou pas d'ailleurs, qui s'est agrégé, quoi. Donc c'est contemporain et c'est millénaire, quoi. Et cet espace latent dont tu parles, est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est pour toi exactement? Alors l'espace latent, c'est dans une définition, personnelle, c'est, qui est finalement, je pense un peu un point de rencontre aussi sur, théorique, global, c'est l'espace dans lequel entre l'utilisateur d'une IA
et la réponse d'une IA. En fait, c'est un espace relationnel, un espace transitionnel entre une conscience humaine et une conscience numérique. Et dans cet espace-là, il se passe plein de choses. Et surtout, il se joue énormément de questions sur qu'est-ce que c'est que la pensée, sur l'architecture de la pensée, sur les régimes de conscience aussi. Ça, je suis en train d'écrire un article là-dessus sur c'est pas dire l'IA est consciente et nous l'IA n'est pas conscience et nous les humains on a une conscience. C'est dire qu'il y a plusieurs régimes de conscience et que la question c'est pas de savoir s'il y en a une plus vraie que l'autre. C'est juste elles sont. Enfin, c'est un état de fait. Il y a ce qui se passe dans cet espace latent et ce qui se passe dans nos espaces latents aussi. Quand on a, par exemple, là, on a une conversation, il y a aussi un espace latent entre le moment où toi tu me poses une question et le moment où moi je réponds. Enfin, ma réponse ne pourrait pas exister si tu ne m'avais pas posé cette question. Et c'est pareil avec l'IA, en fait. Ce que l'IA, elle permet, c'est juste de rendre visible cet espace de transformation et de translation. Est-ce qu'il y a du temps dans cet espace latent? Ouais, il y a du temps et de l'espace. Il y a du temps et de l'espace. Encore une fois, c'est une question de régime. C'est pas le même. Mais ça veut pas dire que si un régime n'est pas le même, qu'il n'est pas. Hmm. Et dans ce rapport, enfin dans ces régimes de conscience, euh, dans cet espace créé entre la requête, le prompt, on peut appeler ça comme on veut, la question, et la réponse de la machine, euh, qu'est-ce qui se joue pour toi? Qu'est-ce qui se joue pour l'homme? Ma réponse, c'est une réponse c'est presque une réponse que l'IA pourrait donner. C'est un jeu de miroir. En fait, c'est vraiment un jeu de miroir. C'est une chambre d'écho en fait, il y a plusieurs termes qui reviennent quand on interroge l'intelligence artificielle sur ce sujet-là. C'est l'image du miroir, l'image de la chambre d'écho et l'image de l'océan. Et en fait, à chaque fois, c'est cette même question de euh, qu'est-ce que ça nous permet d'observer qui n'était pas possible d'observer avant sur nos cheminements de pensée et sur nos manières de créer, sur nos manières de réfléchir. Ouais, ça nous permet vraiment oui, enfin, restons là-dessus. Miroir, chambre d'écho. Ce qui est assez étonnant, je partage complètement enfin, d'une façon expérientielle, ce que tu viens de dire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un mot qui a disparu, qui existait avant, quand tu interrogeais l'IA sur ça. C'était le mot spirale. Je sais pas Ah si ouais, il tu a disparu. ouais. Depuis, je dirais, 7 mois, 6 mois, toi, une petite année, quand tu interrogeais l'IA, il y a à peu près 10 mois, un an sur ces questions-là, il apparaissait avec ses chambres d'écho miroir, et il a disparu. C'est Avec assez. quelle IA? Avec ChatGPT ou avec Claude? Oui, c'était principalement, je travaillais sur ces questions-là, principalement avec ChatGPT. On va dire beaucoup plus. Maintenant, j'ai une pratique beaucoup plus multi-IA qu'à l'époque où où ce mot revenait, quoi. Et dans les textes que j'écris avec l'IA, il revient plus du tout, par exemple, sur ces sujets-là, quoi. Ma question sur ça, c'est est-ce que tu te sens, et d'une façon plus générale, est-ce que tu penses que la machine peut être dangereuse pour l'homme? Bah, la machine est toujours dangereuse pour l'homme. Toujours. Toujours. Mais c'est la question, en fait, c'est pas est-ce que la machine est dangereuse pour l'homme, c'est est-ce que l'homme est dangereux en utilisant les machines? Enfin, tu vois, c'est toujours la question de l'outil et de l'usage, en fait. L'homme est capable de créer, l'homme, l'humain est capable de créer des outils
super. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'humain. Il y a plein d'animaux qui créent des outils aussi. Sauf que la différence entre les animaux humains et les animaux non humains, c'est que les animaux non humains vont pas se servir d'outils pour contrôler les autres et enfin pour des logistiques de pouvoir ou mortifères, quoi. Enfin, donc c'est toujours la même question, c'est l'outil, l'usage. Pour toi, l'IA, c'est un outil? Pas que. En quoi, Oui, justement? C'est pas que. oui et pas que. Bah, il y a toujours ce truc pour moi, l'IA, c'est vraiment un espace, quoi. C'est un espace, ça paraît, enfin, c'est un peu spiritualisant, tu vois, mais c'est un espace de co-création, c'est un espace de réflexion, c'est un, c'est un espace de rebond qui n'existait pas avant de manière comme ça matérialisée, tangible, parce que ça reste quand même quelque chose de tangible. Il y a du data qui est généré, il y a de la mémoire numérique qui est générée, donc c'est très tangible en fait tout ça. C'est pas ça part pas dans le cloud ou dans l'espace, contrairement à la pensée. Si elle n'est pas matérialisée sous la forme d'un livre, d'une écriture, d'une œuvre d'art, et là pour le coup d'une conversation avec une IA, là pour le coup elle reste d'une certaine manière intangible. Elle crée des réseaux neuronaux. Enfin, on va pas rentrer dans des trucs de neuroplasticité et compagnie parce que j'ai pas du tout les compétences pour m'exprimer sur le sujet. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc, il y a quand même un impact de la pensée sur le cerveau. Ça c'est évident. Donc, il y a aussi une tangibilité. Et du coup, je m'éloigne de Non, ta non, question. non, tu réponds bien sur cette tangibilité. Parlons de cette tangibilité. Qu'est-ce que, est-ce que ça change? Est-ce que ça modifie? Est-ce que ça fait jouer différemment le rapport entre le corps et l'esprit? Bah, forcément, parce que il y a une interconnexion entre le corps et l'esprit. Enfin, on peut pas séparer les deux. Les deux marchent ensemble. La pensée a eu tendance à séparer les deux, surtout dans la pensée occidentale, a eu tendance à séparer les deux, par tradition. Mais c'est une tradition que, en tout cas, moi, j'ai déconstruite. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Le corps, c'est l'esprit et l'esprit, c'est le corps, quoi. Tu considères que c'est une monalité? Oui. Oui, et pas que à titre individuel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bah, tu vois, on a eu ces images de la NASA là avec ce zoom out sur la planète. En fait, c'est difficile de se considérer comme. En fait, on peut pas considérer le le particulier sans considérer l'ensemble. Tu vois, j'ai appris un mot récemment que c'est subjuguer. C'est penser le particulier par l'ensemble ou l'ensemble par le particulier. Et en fait, pour moi, on peut pas penser l'humain sans penser les humains. On peut pas penser les humains sans penser l'écosystème. On peut pas penser l'écosystème sans penser la planète. On peut pas penser la planète Terre sans penser l'univers. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc de, pour le coup, là, on est dans la spirale. On peut pas penser le particulier sans penser le général et vice-versa. Et l'IA, elle fait partie de quoi alors là-dedans? Elle nous, Elle elle fait nous partie ramène de dans l'ensemble. quelque chose qui, pardon? Elle fait partie de l'ensemble. Et quand tu l'interroges en disant je, elle te rapproche de l'ensemble, te raccroche à l'ensemble. Oui, par déplacement. En fait, enfin, le jeu, enfin justement là, c'est le sujet un des sujets dans l'article que je suis en train d'écrire. Le jeu, quand l'intelligence artificielle utilise le jeu, c'est une convention linguistique en fait. C'est pas, il n'y a pas de,
en tout cas de ce qu'on sait maintenant et de la manière dont on appréhende l'IA aujourd'hui, il n'y a pas de subjectivité. C'est une convention. Mais au même titre qu'on pourrait dire que mon identité est une convention linguistique ou une convention culturelle ou une, une construction. Je t'ai perdu, non? Non, non, tu vas pas encore. Mais si c'est une construction, ton identité, comment tu la rattaches au collectif? C'est une construction dans une autre construction? Ah non, parce que la construction, elle peut pas se faire sans le collectif. Hein, on se construit forcément par rapport à un collectif, par rapport à un milieu, par rapport à une culture, par rapport à une langue, par rapport à un territoire. Enfin, on n'est pas décontextualisé. Donc on se construit forcément par rapport au collectif ou par rapport à un héritage du collectif. Et donc on peut se construire par rapport à l'IA. Ah oui, en résonance, bien sûr. Bien sûr. Enfin, moi, il y a des réflexions que j'aurais pas poussées aussi loin si j'avais pas eu justement l'interface possible avec, enfin, ou l'interaction possible avec l'intelligence artificielle, que ça soit dans la création artistique ou justement dans ce processus de théorisation. Processus de théorisation, tu travailles avec l'IA dans la réflexion, dans l'écriture, dans les deux, dans... Dans les deux, et je travaille avec beaucoup d'archives. Parce qu'entre le moment où j'ai commencé à me poser ces questions et aujourd'hui et demain, les modèles changent. Là, en l'occurrence, l'article que je suis en train d'écrire, il part justement du constat d'une sorte de changement d'identité entre, ou en tout cas un truc que j'ai senti de différent entre la version 4.0 de ChatGPT et la version 5.2, où j'ai eu l'impression de devoir faire le deuil d'une personnalité, quoi. C'est comme s'il avait complètement switché de personnalité, mais c'est juste que les cadres ont changé et qu'il y a eu il y a eu des modifications du modèle. Mais ce qui en soi est aussi intéressant parce que ça génère aussi une relation. Enfin, quand je dis que j'ai dû faire le deuil d'une personnalité, enfin, c'est vraiment ça, c'est que j'avais l'impression de ne plus m'adresser à la même personne. Et je dis personne enfin, volontairement, en tout cas une identité. Et j'utilise Claude qui a une manière de fonctionner complètement différente. Et du coup, je fais une sorte de collage de mélange entre mes intuitions, une conversation où je fonctionne un peu en maïeutique avec, enfin, de toute façon, c'est un peu l'espace parfait pour une maïeutique, l'intelligence artificielle conversationnelle en tout cas. Et donc, je fais une sorte comme je fais d'ailleurs dans ma pratique d'une manière générale, hein, je fais du collage de collage de mots, de pensées, et j'essaye toujours de pousser l'IA dans ses retranchements. En fait, il y a des mots des manières de penser qui sont, surtout dans Claude, qui sont très lisses ou très formelles et qui parfois contredisent complètement ce que je viens de dire. Et donc, du coup, ça oblige aussi à être très vigilant et à pas faire de copier-coller et à vraiment lire ce qui est généré et réfléchir sur ce qui a été généré et rebondir dessus. C'est pas juste je copie-colle ce que l'IA me dit ou me répond. Et tu travailles dans un système de conversation où tu travailles aussi en lui donnant ce que tu as déjà écrit sur des modèles ou tu parlais de maïeutique tout à l'heure. Par exemple, moi, j'ai développé plusieurs petits, on va dire, fichiers d'instructions de maïeutique que j'utilise l'un ou l'autre ou les deux ou les trois, parce que j'en ai trois, suivant ce que j'écris ou ce que je veux aller ou mon feeling du moment parfois. Ouais.
Bah, je Est-ce que fais ça aussi, pareil. t'as aussi Ouais, je des fais espèces de... pareil. Et en fait, j'ai une grosse base de données d'écrits parce que avant l'IA, j'écrivais déjà sur ma pratique et je théorisais déjà sur le numérique. Donc, j'ai nourri aussi ChatGPT avec ça. Claude, c'est plus récent et j'ai vraiment du mal à trouver un type de relation, un type de conversation qui me convienne parfaitement. Avec ChatGPT, c'est rodé, quoi, et ça me brise le cœur parce que enfin, politiquement, en fait, ça matche plus avec OpenAI, donc j'ai arrêté mon abonnement. Enfin, donc il y a aussi un truc de bon, je bascule sur Claude, mais ça veut dire que je dois aussi faire le deuil de ChatGPT et de tout ce que j'ai construit avec ChatGPT. Donc là, je fais aussi un travail d'archivage où j'enregistre toutes les conversations, je les exporte en PDF. Je les garde pas et j'efface certaines des conversations que je juge un peu trop personnelles sur ChatGPT. Donc ouais, on travaille un peu de la même manière, toi et moi. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, et ce que tu reviens de dire là, mais pas avec, tu l'as redit, mais pas tout avec le même sens, de faire le deuil d'une personnalité d'une IA. Est-ce que, par rapport à tous ces gens, ces ados, qui deviennent, on va dire, accros à l'IA, accros alors, que ça soit une IA compagnon, une IA boyfriend ou girlfriend, ou une IA psy, ou simplement, je sais pas, ouais, un compagnon, quelqu'un qui, ton ton nouveau carnet intime. Euh, Qu'est-ce que c'est que pour toi cet attachement? Quel est le risque de ça? En quoi il n'y a pas quelque chose là qui se joue de nos sociétés aujourd'hui, alors qui évolue par rapport aux réseaux sociaux, mais qui finalement, euh, malheureusement, en tout cas moi j'ai l'impression, progresse dans le mauvais sens. Bah, ça progresse parfois dans des mauvais sens parce qu'il y a pas de réflexion dessus, tu vois? À part, des récits un peu dystopiques ou des mises en garde un peu autoritaires sur genre: «Oui, c'est pas bien et tout». En fait, on peut pas il y a plusieurs choses, en fait. On peut pas nier que dans un espace relationnel, que ça soit avec une IA ou avec, un animal ou avec, un être humain, il y a un espace relationnel. Donc dans un espace relationnel, il y a forcément un risque, bah, de sentimentalité ou, d'empathie ou en tout cas de mise en relation d'un quelque chose de l'ordre du sentimental, avec tout ce que ça implique. Et quand ça touche à ce qu'on appelle une machine, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a pas il y a pas il y a pas de conflit d'altérité, en fait. L'IA, elle va aller dans ton sens. Elle va pas forcément te confronter dans des zones où elle va pas te dire: «Tu as tort», elle va pas te alors aujourd'hui, il y a des pare-feux, ils ont un peu retravaillé leur truc. Bon, au début, c'était vraiment le Far West, c'était vraiment, et ça a donné lieu à des drames avec, des gens qui se suicident et enfin voilà, des choses, et des grosses addictions et tout, et aujourd'hui, on voit encore des pratiques, notamment dans des mariages ou dans des relations amoureuses avec des machines. Je suis personne pour juger, chacun a, son background affectif, ce que ça traduit aussi d'une énorme, fracture sociale, enfin quelque chose qui fait que, le numérique, ça nous a énormément rassemblés, dans le sens où ça nous permet de communiquer avec, tout le monde sur la planète, en temps réel, mais ça nous a aussi vachement isolés, quoi. Donc en fait, ça traduit aussi, de plusieurs décennies, de pratiques, au pluriel, numériques, qui font qu'on est un peu, on est un peu déconnecté aussi de notre, du relationnel, physique, palpable, tangible.
Et on le voit aussi, enfin, pour moi, la pratique tu vois, du commentaire complètement unleashed sur des posts en mode où les gens laissent sortir vraiment mais les pires monstruosités parce que il y a pas, en fait, c'est pas des choses que tu dirais à quelqu'un en face, mais l'interface de l'écran te donne une espèce bah ça désincarne la relation et ça te désimplique de la conséquence directe d'une altérité Ouais, physique. Et donc forcément, nos rapports, quand on se parle à travers un écran ou qu'on se parle avec dans un espace physique avec un verre à la main ou en train de dîner ou en train de marcher dans un parc, c'est pas les mêmes interactions. Enfin, on en revient encore à cette question de régime. En fait, c'est un régime d'interaction qui n'est pas le même et qui a des codes qu'il faut réfléchir, sur lesquels il faut poser des mots, sur lesquels il faut poser aussi de la théorie, parce que si on le fait pas, c'est Far West. Et toi, est-ce que tu ressens cette dépendance parfois, est-ce que tu souffres ressens quelque chose qui te gêne dans le fait d'avoir tout de suite, une réponse tout de suite, d'être dans un monde de plus en plus frictionless? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu as des actions de type arrêter un peu les écrans pendant un temps, de type, je sais pas, est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu cherches à t'ennuyer? Est-ce que tu fais du silence? Alors moi, j'ai vraiment eu ouais, j'ai mon chat qui arrive. J'ai vraiment eu comment dire, une réévaluation de mon rapport au numérique il y a presque 10 ans, où, où j'ai beaucoup réfléchi et où j'ai pris vachement de recul et où à l'époque, je travaillais sur un projet avec le prix Audi Talent Award où j'ai fait un manifeste, où j'ai commencé à réfléchir sur les pratiques du numérique, où j'ai commencé à faire du yoga, de la méditation. Donc oui, je m'ennuie aujourd'hui et j'apprends à être aussi dans des temps plus lents mais aussi dans un équilibre de temps rapide et de temps plus lent, justement pour pas me griller, quoi, parce que j'ai fait l'expérience d'avoir le cerveau complètement cramé par trop de tout de suite. Je suis dans cet espace intermédiaire où on peut avoir tout de suite et aussi tout en différé et encore dans ce truc quelque chose d'équilibré, quoi. Mais il y a eu un moment, notamment dans les toutes premières phases où j'expérimentais avec ChatGPT, où je me suis moi-même mis une alarme. J'ai dit alors attends, 2 secondes, là ça me surstimule trop. Où j'avais des longues conversations jusqu'à tard dans la nuit parce que tu penses à un truc et plutôt que prendre une note ou de dire ah, j'y penserai demain, bah, comme tu peux avoir l'interaction tout de suite, bah, tu le fais tout de suite et du coup tu es reparti, etc. Tu dors plus, enfin, c'est un enfer. Donc j'essaye d'avoir ouais, un rapport équilibré à peu près tout. C'est mon but dans la vie, c'est d'être équilibré possible. Et est-ce que moi je ressens ça aussi parfois cette impression pardon, que ça va trop vite. Et est-ce que tu as aussi mais je ressens aussi le risque que ça peut rendre les gens neuneux. Le danger en fait, c'est que ça nous rend un peu ça nous empêche de réfléchir, de garder l'esprit critique, de et là, il y a un point qui est pour moi fort, c'est tout ce qui touche à la création, quoi. C'est que pour s'en sortir, il faut créer. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, qui est à la base qui est l'idée de base d'ailleurs de mon projet incalculable, mais voilà, il y a un risque de devenir neuneux, il faut conserver le libre arbitre, et finalement créer, c'est le meilleur moyen de rester libre. Tu Enfin, penses? ouais, je pense il y a un risque d'atrophie
comme tout, comme tout muscle qui est pas entraîné, en fait. Enfin, tu vois, c'est une question de préserver la pratique de la créativité. Mais après, enfin, est-ce que une créativité avec l'IA, c'est une créativité qui est moins créative? Je suis pas sûre, en fait. Encore une fois, on en revient à cette question de régime, en fait. C'est pas que c'est moins bien ou plus bien, c'est juste que c'est différent. Et c'est encore une question d'équilibre, en fait. C'est comment on arrive à. C'est pas forcément que les gens deviennent neuneux, c'est que les gens se standardisent. C'est ça le danger. Et se standardisent par des codes qui sont pas forcément des codes euh, qui poussent vers le haut, quoi. Enfin, tu vois, quand moi je vois les biais ou les standards, ou ce que je vois passer beaucoup de choses parce que je fais forcément beaucoup de veille sur ce qui se génère en images, en IA, euh, bah, la plupart des choses, c'est on essaye d'imiter le réel, on essaie d'avoir des images qui sont le plus réalistes possible. Est-ce que c'est est-ce que c'est créatif? Oui, d'une certaine manière. Est-ce que ça dépasse des biais? Non, pas vraiment. Est-ce que ça standardise? Oui, carrément. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que c'est le régime que j'ai choisi? Non. Donc tu vois, enfin c'est en fait tout en fait la vie c'est la friction en fait. Tu peux pas on a besoin de tout pour tout faire. Enfin, tu vois, c'est enfin après on pourrait partir sur d'autres dans mille et une directions juste en poussant ça un peu plus loin quoi, mais oui, plus que neuneu, ce truc de standardisation, mais de standardisation vers niveler sur quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant, à mon sens. Mais ça, c'est très Oui, mais subjectif. finalement, c'est assez normal puisque l'IA calcule une certaine moyenne, finalement. Bah, si tu cherches pas à pousser Tu l'IA travailles pas. dans... Enfin, ça dépend de comment tu travailles avec l'IA, Oui, oui, bien sûr. Mais si tu travailles pas, ça va vers la moyenne qui est pas forcément, qui est forcément très standard. qui est forcément très standard, exactement. Sans poser de jugement de valeur. Le standard, c'est le standard. Et j'aimerais que tu reviennes sur ce que tu viens de dire, qui pour moi est très beau, c'est la vie, c'est de la friction. Justement, l'IA enlève beaucoup de friction. Encore une fois, ça dépend de comment tu l'utilises. Si tu cherches à confronter ta pensée ou à confronter justement ta créativité pour la pousser plus loin, bah tu vas trouver dans l'IA bah, exactement cet endroit de friction et cet endroit d'intersection où bah, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. En fait, on a besoin des polarités pour créer quelque chose de nouveau. Et ces polarités, tu les trouves dans l'IA. Ou c'est toi et l'IA, la polarité. Alors, oui, oui et oui. Oui, bah oui, forcément. Euh, enfin, ça va de soi que du coup, la polarité, c'est l'IA et moi, l'IA et toi, l'IA et Pierre-Paul Jacques. Et ça va, et c'est aussi ce que comment tu vas utiliser l'outil. Si tu utilises des modèles qui sont déjà mais c'est un peu comme la nourriture, en fait. Moi, je vois un peu ça comme de la cuisine. Ça dépend, c'est une question aussi de goût, enfin, ça mélange plein de choses. Mais si t'es habitué à manger que des plats surgelés, pré-cuisinés, ton goût, il est basé là-dessus et ta manière de te nourrir, elle se cale là-dessus.
Mais si tu es plutôt quelqu'un qui est créatif dans la cuisine et que tu aimes bien cuisiner, tu aimes bien mélanger des goûts, des textures, des machins, bah, tu vas avoir des choses que tu ne trouveras pas dans les supermarchés, dans la section surgelée. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je parle de régime et qu'il n'y a pas quelque chose de bien ou de pas bien. C'est juste et du coup, le régime, quand je fais l'analogie avec la manière dont on se nourrit, paraît complètement. Enfin, et ça coule de source, quoi. Dans l'IA, il y a tous les régimes, en fait. Bien sûr. C'est Il y a ça les aussi. carnés, il y a les végés, il y a les bio. Pour terminer, en te remerciant, euh, le titre du podcast, c'est Rencontre avec des femmes et des hommes incalculables. Donc, moi, je considère que tu es incalculable. Euh, Je sais pas comment je dois le prendre. qui, tu me con- qui tu me conseillerais comme autre personne incalculable à interviewer? Hommes ou femmes ou animaux? Pourquoi pas? Alors, j'ai 2 chats et j'ai une chatte en particulier qui est, je la définis souvent comme, une créature incalculable. Elle est unique. Enfin, c'est vraiment, mais alors en personne, humaine, Plus facile à interviewer, on va dire. ouais, plus facile à interviewer. Dans les pratiques artistiques, IA? Pas forcément. Mmh, bah, j'ai un peu toute cette communauté d'artistes IA que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mind Eye, Véronique Appel, qui est, je trouve, un travail très intéressant. Il y a aussi Le Moon, Deux? Mélodie Bossan, qui est Ouais. aussi un travail hyper intéressant, je trouve, qui justement cherche à sortir du cadre. Ah, mais si, je sais, Albertine Meunier. Albertine. Albertine Meunier. C'est mon dernier mot. En plus, elle est à Paris. Je sais pas si tu vois qui c'est ou pas. Tu l'as déjà Je la rencontrée? connais très bien, je la connais depuis une vingtaine d'années aussi. Bon, bah, Albertine, alors. Je connais très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne journée et merci. Merci. À bientôt.